Au sommaire de ce journal, la lutte contre le terrorisme au gouvernement, conclave avec les chefs coutumiers et religieux pour une meilleure contribution des garants de la tradition. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, retour sur le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective de son Excellence, le chef de l'État Ibrahim Traoré. Plusieurs points étaient inscrits à son ordre du jour, dont l'adoption de 3 projets de décret au profit du ministère de la fonction publique. Le chef de ce département nous en dit plus. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a adopté 3 décrets à contenu assez important et fortement historique. Historique en ce sens que ce sont des préoccupations qui sont posées depuis des années, mais aussi assez important parce que ça indique davantage le sérieux de notre pays à être en conformité avec l'ensemble des conventions internationales qui ont été ratifiées, notamment la Convention 87 et la Convention 98 de l'Organisation internationale du travail. En ce qui concerne ces 3 décrets, le premier décret porte prélèvement volontaire à la source des cotisations syndicales. C'est ça qu'on appelle le check-off. Il est aussi appelé précompte syndical. Comme son titre l'indique, c'est un prélèvement volontaire, ce qui signifie que le militant syndical remplit une fiche qui permet à l'État de savoir quel est le montant qu'il consent au nom de son organisation syndicale, et ce montant est coupé et reversé dans un compte qui est dûment indiqué et exprimé par l'organisation syndicale en question. Ce sont des dispositions qui sont déjà prévues par la Convention 87 de l'OIT et la Convention 98 de l'OIT, mais aussi la Convention interprofessionnelle de juillet 1974 de notre pays. Ça permettra à l'organisation syndicale d'être financièrement indépendante. Et deuxièmement, ça permettra également à l'État de veiller en termes de contrôle aux bonnes ressources de notre pays. Le deuxième décret qui a été adopté, c'est le décret portant procédure de traitement de modalités de la retenue pour fait de grève. La retenue pour fait de grève, comme les textes également l'indiquent, que si le travail n'est pas fait, le travailleur n'est pas payé. Mais ça ne doit pas se faire dans le désordre. Je dis bien ça ne doit pas se faire dans le désordre et l'abus du pouvoir. Parce que dès lors qu'il n'y a pas un texte clairement défini, ça permet à l'autorité de gérer cette question-là sur la base de ses humeurs. Ça veut dire sur la base d'un SMS, un ministre peut s'asseoir et instruire la suspension ou des coupures sur les revenus d'un travailleur. Comme on le dit, c'est le revenu d'un travailleur, ce n'est pas un lieu de jeu, ce n'est pas de l'amusement. Deuxième élément, ce qui est très gravissime, une autorité sans ce texte peut permettre de racler totalement le salaire d'un travailleur. Or, les textes protègent le salaire et il y a des éléments là-dessus qu'on ne doit pas toucher, qui sont régaliens. Notamment, par exemple, ce qu'on donne dans le cadre familial. Voilà, ce qu'on donne au nom des enfants, ainsi de suite. Dès lors que le papa ou la maman va en grève, ce sont des données qui ne doivent pas être touchées. Mais nous avons vu récemment, dans ce pays, où tout le salaire a été totalement raclé, soit suspendu. C'est une violation gravissime des droits de l'homme en termes d'alimentation de nos enfants. Donc ce texte vient disposer clairement qu'en texte, on doit retenir l'argent d'un travailleur qui est parti en grève, quel est le montant qui doit être retenu, et le montant qui doit être retenu, c'est le 30e indivisible du salaire de base. Et de ce point de vue, dès lors que c'est clair, si quelqu'un a été en grève pendant 3 jours, une semaine, lui-même il sait directement à quoi s'attendre. Le troisième décret, c'est le décret fixant le nombre et les modalités de désignation des agents publics de l'État bénéficiaire, voilà, bénéficiaire de la mise à disposition auprès des organisations syndicales. C'est ça qu'on appelle tout simplement les permanents syndicaux. Les permanents syndicaux signifient que dès lors que la Convention 87 de l'OIT, la Convention 98 de l'OIT ont reconnu que les organisations syndicales sont des partenaires des gouvernants, il va sans dire que les mêmes conventions disposent que dès lors que vous êtes élu comme un premier responsable d'une centrale syndicale ou d'une fédération, vous êtes considéré comme un président d'institution, pas n'importe quel individu. Et un président d'institution, il y a un traitement qui va avec. Vous voyez que nous sommes dans notre pays où on peut à tout moment demander au responsable syndical quand on veut le voir quel est son point de vue par rapport à tel et tel élément qui concerne la vie de la nation. Mais au moment où vous l'appelez, il peut être sur un dossier administratif très profond.
il doit être évalué aussi sur la base des objectifs qui lui ont été consignés. Mais si l'État passe tout le temps à le convoquer, à l'inviter à des rencontres, et à la fin, on va aller évaluer, estimer que ce qu'il a fait n'a pas atteint les objectifs, on va commencer à dire qu'il est paresseux, il est absentéiste. Or, c'est l'État lui-même qui crée ces conditions. Donc, ce décret permet de dire, si les travailleurs ont eu confiance en vous, et vous élire en tant que premier responsable pour parler au nom des travailleurs, il faut forcément que l'État crée les conditions pour que l'intéressé soit disponible à tout moment, afin qu'il puisse, face à un certain nombre de préoccupations, donner son point de vue dans la vie de la nation. Toujours les travaux du Conseil des ministres et pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a validé une demande de permis d'exploitation industrielle de la mine d'or de Poura à la société Poura Gold Operation SA. Plus de détails avec le ministre Simon Pierre Boussim. Nous avons eu le plaisir de soumettre au Conseil un projet de décret portant l'octroi du permis d'exploitation de grande mine industrielle d'or de Poura à Poura Gold Operation SA. Le Conseil a approuvé effectivement ce dossier sur la base des critères et donc des exigences que l'opérateur doit remplir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la société Poura Gold Operation SA est une société effectivement qui a été créée par Poura Resources Limited, elle-même une filiale de Clough Africa Associates. Le rappel de la situation de Poura, c'est que vous savez aujourd'hui, Poura, il y a beaucoup d'orpaillage, beaucoup de pollution en termes de l'environnement, l'utilisation de cyanure, etc. Et il faut encadrer cela. Et une société avait un contrat, Newmont, qui avait donc un contrat avec l'État pour faire la recherche. Et cette société a cédé son permis de recherche à Poura Resources Limited. Et donc, Poura Resources Limited a effectivement approfondi les travaux et trouvé donc des ressources minières et aujourd'hui demande un permis d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'à la fin, on va avoir comme retombée pour l'État? Premièrement, il faut dire qu'en termes de production, cette mine va produire environ 11,47 tonnes d'or. Et elle a donc un permis d'exploitation qui doit durer 10 ans. Et elle doit couvrir 32,59 km² et se situe donc sur le permis de recherche de Poura Nord. En termes de ressources, elle va permettre à l'État de bénéficier d'environ 51 milliards 351 950 060 francs CFA, donc en termes de recettes budgétaires. Et ça, elle va aussi permettre d'abonder les fonds miniers de développement local, qui est donc profitable aux collectivités, aux régions, etc., à hauteur de 2 milliards 956 millions 54 662 francs. Et aussi, elle va permettre, à la fin des travaux, de réhabiliter Poura avant de fermer la mine. Et donc, quand on donne la durée de vie de la mine, toutes ces actions font partie. Donc, les actions de fermeture, de réhabilitation font partie donc de cette durée. Nous le disions en titre, dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé a réuni les chefs coutumiers et religieux ce matin dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour leur demander leur apport dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Pour le gouvernement, les autorités coutumières ont toujours su apporter une solution au problème du Burkina Faso depuis 1932, date à laquelle a été supprimée la colonie de Haute-Volta. Est à présent pour nous, Abibalaï Bouraima. Comme nous le savons tous, les gouvernements successifs du Burkina Faso, depuis l'avènement du terrorisme en 2015, cherchent des solutions par tous les moyens pour nous sortir de cette situation sécuritaire très difficile. Ce gouvernement-ci, quant à lui, pense qu'il trouverait une solution adéquate en impliquant toutes les couches sociales. Hier mercredi, c'était avec les représentants des partis politiques. Et ce jeudi matin, c'est le tour avec les chefs coutumiers et religieux. Toujours le même rappel, ne confondons pas les terroristes avec une communauté ethnique ou encore une religion. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre le terrorisme et les ethnies. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre le terrorisme et les religions. Les terroristes, ils vont utiliser la religion, notamment l'islam, nous tous
moi je suis musulman, pour pouvoir captiver nos populations, notamment les plus jeunes. Il a si bien dit. Il va utiliser l'ethnie pour pouvoir captiver ces jeunes-là. Parce qu'ils savent que c'est les fibres sur lesquelles il faut exploiter pour pouvoir mobiliser les gens. Mais nous sommes clairs et nous souhaitons que tous les Burkinabés soient transparents et clairs sur ce point. Aucun amalgame n'est fait à ce niveau. Mais vous allez voir que les noms cités, ils vont utiliser quelque chose islamique, quelque chose État islamique, ou bien ils vont utiliser des noms pour pouvoir s'aimer les doutes en océan. Mais je tiens également à rassurer, comme le présentateur l'a souligné, qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Il n'y a qu'un seul Burkina, il n'y a qu'un seul peuple burkinabé, et actuellement on a besoin de tous les efforts des Burkinabés pour pouvoir mener cette lutte. Au-delà des efforts militaires, il y a des efforts non militaires. Et quelqu'un l'avait dit, si chaque jour, dans chaque village, chaque chef religieux mettait la main dans la poche pour qu'on puisse déconnecter, pour qu'on puisse travailler à déconnecter un jeune du terrorisme, si chaque jour, que ce soit dans les temples, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, les efforts sont faits pour pouvoir déconnecter ces jeunes du terrorisme, vous allez voir que nous, militaires, on n'allait même plus avoir une action à faire. Nous savons que vous le faites déjà, mais nous vous encourageons à aller dans ce sens. Pour ne pas être long, nos portes sont ouvertes. Si certaines informations ou bien certaines incompréhensions ont été peut-être apparues dans cette présentation, nos portes sont ouvertes et vous pouvez toujours nous approcher. Parce que c'est vous les leaders, c'est vous notre boussole et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Pour le ministre de la Défense, ce qui nous permet de résister actuellement aux terroristes, ce sont nos moyens et nos prières, car le Burkina Faso est dans le viseur d'une certaine coalition internationale. Soyez rassurés, aucun militaire étranger, aucune intervention étrangère ne fait à notre profit pour cette guerre d'abord. Nous le faisons par vos fils, par les moyens et aussi par vos prières et vos bénédictions. C'est ça qui nous fait faire la guerre actuellement. C'est ça qui nous fait faire cette lutte actuellement. Que Dieu nous bénisse tous. L'autre aspect, comme on l'a dit, les numéros qui ont été donnés pour que les gens puissent donner des alertes et communiquer. Vraiment que ce soit vulgarisé, que ce soit diffusé à tous les niveaux afin qu'on sache réellement ce qui se passe. Chacun à son niveau a quelque chose à faire. Ce n'est pas obligatoire une histoire de militaires, de femmes, de gens en tenue, tout le monde est concerné. Même assis sur un trône quelque part, j'ai des informations que je suis obligé à donner pour pouvoir arranger la communauté, pour pouvoir arranger le pays. Nous avons ça. Donc il faut qu'on les communique et qu'on nous allons dans ce sens. Ce n'est pas une histoire de personne, d'individu, mais c'est une histoire de notre État. Que Dieu nous bénisse tous. Mais avant, permettez-moi aussi de présenter quelques excuses, notamment avec les postes qui ont été faits. En commençant par Sa Majesté de Moronava, où quelque chose qu'on communiqué à passer, au fait, c'était peut-être, on a pensé, peut-être pour attirer notre attention sur un truc, alors qu'on cherchait à nous attaquer ailleurs. Dieu merci pour vos bénédictions. On a pu régler cette histoire. Que ce soit le Moronava, vous, tous les chefs religieux et coutumiers qui sont là, faites attention à ça. Comme je le dis, il y a des montages, il y a des manipulations qui sont faites. Nos portes sont ouvertes, venez à nous, on vous donne les explications nécessaires. Pour l'autre membre de la délégation gouvernementale, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, l'intervention des chefs coutumiers et religieux est indispensable pour trouver une solution à la crise sécuritaire actuelle. Si le pays a été reconstruit en 1947, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'ensemble des interventions. La proclamation de la République le 11 décembre 1958, l'indépendance formelle de cette coutume 1960. Est-ce qu'on peut citer des hommes politiques sans que des hommes portant les noms et les forces coutumières ne soient appelés, et même religieuses? Le 17 et 18 décembre 1975, quand le pays a failli s'enflammer, ça a été grâce à vos différentes interventions qu'on a pu retourner à un cadre national.
Quand les 2 enfants à Garambo ont été fauchés le 15 juin 1995 et le climat social a failli s'enflammer, c'est grâce à vos interventions qu'on est revenu également au calme. Le dimanche 13 décembre 1998, qu'est-ce que les communautés religieuses de Coutinier n'ont pas fait pour ramener le calme au moment où des gens ne comptaient même plus sur l'existence du Burkina? Sans compter les 30 et 31 octobre 2014 jusqu'à l'heure actuelle. Ça veut dire que les prières portent, les incantations portent, les actions coutumières portent. Donc de ce point de vue, votre rapport qu'on veut aujourd'hui là, ce n'est pas de dire que dans telle forêt ils sont là, ils ont progressé. C'est de nous dire, après les échanges ici, seulement tiens, j'ai une canarie, voilà le contenu, prends et puis foncez au fond. C'est ça on veut. On veut que vous appelez un de nous dire, mais Soura que je connais là, prends ça, arrivez, si ça choque et que tu estimes que ton sujet est calé, récite ça et disparaît. C'est ça qu'on veut. Le ministre Bassolma Bazié a invité tout Burkinabé qui a quelque chose à apporter qui permet de lutter efficacement contre le terrorisme à ne pas hésiter à entrer en contact avec les autorités afin que ces moyens soient déployés pour le bien de la nation tout entière. Maranatha, c'est le nom de la 79e promotion de l'école publique de Koubri. Fort de 133 hommes et femmes, ils ont reçu leur parchemin. Après 3 années d'apprentissage et de consécration, la cérémonie de sortie s'est faite en présence des responsables ecclésiastiques, parents et amis. Et c'était aussi en présence de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Sortie publique officielle et définitive de nouveaux serviteurs de l'école biblique de Koubri. Ces 133 lauréats sont aptes à faire valoir leur parchemin de fin de formation en étant des modèles en foi et en parole, bref, à servir désormais avec zèle le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents, nous sommes heureux de les avoir formés. En tout cas, leurs prestations avant ce jour nous réjouit beaucoup et nous sommes certains que certainement s'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris ici, comme il a été dit à l'intérieur, les âmes seront sauvées et le royaume de Dieu sera donc davantage élargi. Nous sommes vraiment satisfaits de les avoir formés. Cette 79e promotion de l'école biblique de Koubri est issue des différentes régions ecclésiastiques des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle a reçu les rudiments nécessaires courant ces 3 années de formation pour œuvrer avec abnégation et accomplir la grande commission de Christ. D'où le choix du nom de baptême Maranatha, c'est-à-dire Jésus vient. La prochaine étape, c'est la victoire, c'est l'évangélisation, c'est la propagation de la bonne nouvelle pour sauver les âmes en Christ, pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Nous disons merci à Dieu aussi et pour la vie de nos encadreurs, le papa directeur et ses collaborateurs. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont soutenus en toutes choses. Que le Seigneur les bénisse et que Dieu nous accompagne aussi dans l'œuvre au nom de Jésus. Dans cette année aussi, nous avons reçu beaucoup d'enseignements qui vont nous aider dans l'œuvre que nous allons faire pour le service de Dieu. Étant ici, nous avons accueilli beaucoup de choses dans le cadre de l'Église et nous proposons aussi dans le ministère et d'aider le mari et avec aussi son accord, aider les autres femmes à pouvoir œuvrer pour le Seigneur parce que le Seigneur a besoin des femmes pour son œuvre. Il y a effectivement eu des hauts et des bas, mais dans toutes ces choses, l'Éternel était toujours présent à nos côtés. Voici mon épouse qui est à côté de moi. Nous avions traversé des difficultés, mais l'Éternel nous a toujours soutenus. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui heureux de recevoir ces diplômes. Outre les représentants du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso, cette cérémonie de graduation a vu la présence de leaders de l'organisation chrétienne Priority One Mission. L'orateur de l'événement, l'un des membres de la dite organisation, a invité les impétrants à être des modèles et à avoir les regards toujours fixés sur Christ.
J'ai prêché ce matin, j'ai dit aux étudiants d'être une voix et non un bruit ou un écho. J'ai parlé de Caleb qui est donc dans l'Ancien Testament. Alors il n'a pas travaillé, il n'a pas cherché à ressembler à quelqu'un ou à être quelqu'un d'autre. Il est resté lui-même dans ses actions. J'ai lancé un défi aux étudiants, alors d'être eux-mêmes et surtout de croire à ce qu'ils croient et de continuer donc à agir selon leurs convictions. Je les ai aussi lancé le défi de continuer à travailler et de ne pas donc, en tout cas, se décourager ou perdre l'énergie, mais de continuer avec la même énergie qu'ils ont ici. Alors en agissant ainsi, alors ils garderont le Saint-Esprit en eux qui pourra les aider à remporter des victoires. Priority One Mission soutient depuis 5 ans 8 écoles bibliques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au regard des acquis engrangés, son premier responsable, Johnson Sam, se dit satisfait d'avoir investi 1,2 milliard de francs CFA dans ces temples du savoir. Je suis très heureux de ce que nous avons déjà réalisé ici et je suis particulièrement très heureux donc de voir tout ce peuple, tout ce monde ici heureux au Burkina Faso ici. Et nous sommes fiers d'avoir investi dans ce pays. Alors Jésus est venu il y a 2000 ans, il a eu 12 disciples. Alors qu'il a enseigné à prêcher l'évangile, c'est sûr qu'on ne les a pas vus recevoir leur graduation comme nous le faisons aujourd'hui, mais par l'aide du Saint-Esprit, ils ont pu répandre la parole de Dieu à travers le monde et nous sommes vraiment heureux de voir que cette œuvre-là continue avec nous aujourd'hui. Cette remise de diplôme marque la fin de l'année académique 2022-2023 et celle de 2023-2024 s'annonce d'ores et déjà avec l'épreuve du test d'entrée prévu pour le 4 août prochain. La fenêtre internationale dans cette édition, l'ambassadrice de la jeunesse africaine Cynthia Chigwenya a déclaré aux Nations Unies que les jeunes ne voient plus ou ne font plus confiance à l'ONU. Elle a demandé pour cela à la communauté internationale de réinventer un autre système à même de lutter contre la violence. Alors que la stabilité est loin d'être gagnée en Afrique, l'ambassadrice de la jeunesse africaine pour la paix en Afrique australe a appelé mercredi la communauté internationale à réinventer les mécanismes pouvant permettre d'atténuer la violence. C'était au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette quête de stabilité, la Zimbabwéenne sollicite l'implication de la jeunesse. Les efforts visant à atténuer les conflits violents nécessitent des politiques agiles capables d'absorber et d'intégrer les initiatives existantes, de tirer parti du potentiel de pacification des jeunes, de promouvoir la durabilité grâce à un soutien financier et technique et d'encourager les jeunes à participer au processus de développement. Des jeunes qui ne croient plus du reste aux institutions internationales. La confiance dans les institutions, en particulier celle des électeurs que je représente, à savoir les jeunes, s'amenuise. Beaucoup d'entre nous ne croient plus aux institutions et c'est à nous, ceux qui sont dans ces espaces, qu'il incombe de réinventer l'espace pour qu'il ne devienne pas seulement un lieu d'invitation pour les jeunes, mais qu'il devienne attirant de sorte qu'ils soient davantage encouragés à participer. Face à la multiplication des crises, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à prendre ses responsabilités. Dernier élément de ce journal et nous parlons climat. Près de Rabat, au Maroc, des agriculteurs marocains collaborent avec un groupe de scientifiques pour créer des cultures résistantes aux effets des changements climatiques et surtout des cultures plus rentables. Suivez. Dans la petite commune de Marchouch, près de Rabat, des agriculteurs marocains collaborent avec un groupe de scientifiques internationaux. Ils souhaitent créer des cultures qui pourront mieux résister aux effets du changement climatique et qui seront plus rentables.
car avec la flambée des prix du carburant et des engrais, les agriculteurs constatent une baisse de leur rentabilité. En période de sécheresse, ces variétés affichent un rendement amélioré de 30% par rapport aux autres variétés, les anciennes. Grâce à cette avancée, nous pensons pouvoir relever ce défi et répondre à la question de la souveraineté alimentaire. En 2021, le Maroc a produit 10,3 tonnes de blé. L'année dernière, en raison de la sécheresse, la production a chuté à 3,2 tonnes. Il s'agit de la plus mauvaise récolte depuis 60 ans. Nous remercions les chercheurs parce qu'ils ont créé de nouvelles et excellentes cultures qui ont aidé les agriculteurs. Ces cultures les encouragent à poursuivre leur travail. Sans elles, les agriculteurs auraient abandonné ce métier parce que les anciennes cultures ne donnaient plus de bonnes récoltes. Les recherches ont lieu ici, dans ce laboratoire de la capitale marocaine. Les scientifiques procèdent à des croisements de plantes en utilisant des techniques agricoles traditionnelles afin de continuer à produire de nouvelles variétés. Nous avons lancé un programme dans ce but il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous développons de nouvelles cultures et nous les donnons aux entreprises qui ont une licence pour produire les nouvelles cultures en grande quantité, de façon à ce qu'elles parviennent aux agriculteurs au bout de 3 ou 4 ans. Selon la Banque mondiale, en 1965, l'agriculture, la sylviculture et la pêche représentaient 23,4% du PIB du Maroc, mais en 2021, ce taux est passé à 12%. Ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été de notre excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Yannick Kabouli a réalisé ce journal. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent depuis la ville de Sia où se tient la Semaine nationale de la culture. Bonne fête culturelle et à demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.